Bon. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire. On est ravis de vous avoir avec nous. Brok Ramadan au passage. J'espère que vous allez toutes et tous bien, ainsi que vos proches dans le contexte actuel. Je suis très très content qu'on puisse animer ce webinaire avec nos amis de EY. Et on a 3 grands experts avec nous aujourd'hui qui vont certainement partager des choses extrêmement intéressantes autour de la cybersécurité. Le focus aujourd'hui, c'est quand même qu'on puisse vous partager des choses assez pragmatiques et assez activables. Mais avant d'aller plus loin, pour les personnes qui découvrent l'outil Livestorm qu'on utilise aujourd'hui pour cette présentation, je vous donne quelques repères technologiques, techniques rapidement. La première des choses, c'est qu'il est préférable que vous soyez sur Chrome. Donc, si vous n'êtes pas sur Chrome et si à un moment ou à un autre, vous constatez qu'il y a des difficultés, perte de son ou autre, basculez sur Chrome pour que vous puissiez donner les autorisations. Sur Chrome, normalement, ça marche sans aucun problème. Deuxièmement, si vous regardez sur votre droite, il y a plusieurs onglets. Il y a un premier onglet chat dans lequel la discussion est ouverte tout au long de la présentation. Alors, on essaie souvent de traiter les questions-réponses à la fin. Néanmoins, sentez-vous libre d'ajouter des éléments si vous pensez qu'on a oublié quelque chose ou autre. Pas la science infuse. Et plus on est fou, plus on s'amuse. Donc, n'hésitez pas à abonder dans la discussion avec vos propres éléments, vos propres interrogations. Si par ailleurs, vous avez des questions, il y a un onglet questions dédié à ça. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions et à poser vos questions. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais quelqu'un pose une question qui vous intéresse, vous pouvez upvoter, vous pouvez voter pour la question. Et typiquement, nous, si jamais il y a beaucoup de questions, par exemple, on peut prendre celles qui ont reçu le plus de votes, puisque a priori, c'est celles qui devraient intéresser le maximum de personnes. Troisième information importante, c'est le sondage. Il y a un onglet sondage. Donc, celui-là, c'est vraiment extrêmement rapide. Ça prend quelques secondes. Mais ça serait super que vous puissiez le faire, bon, bien entendu, tout à la fin, pour qu'on puisse recueillir vos feedbacks et potentiellement pour les personnes qui seraient intéressées pour aller plus loin, qu'on puisse quelque part aller avoir leur accord et aller plus loin avec eux dans les discussions. Une fois que je vous ai dit ça, eh ben, on va attaquer là notre présentation d'aujourd'hui avec 2 grandes approches et surtout mettre l'accent sur la synergie, les synergies qu'il y a entre nous et EY. Alors avant d'aller plus loin, je vais passer la parole aux personnes qui sont avec moi aujourd'hui, donc Mehdi, Oussama et Zakaria, pour qu'ils se présentent en quelques mots brièvement. Et puis après, ils pourront rentrer dans le vif du sujet. Mehdi va présenter un panorama aujourd'hui une introduction globale en fait sur les enjeux de sécurité. Ensuite, Oussama va pouvoir aller un peu plus loin sur le sujet. Et puis Zakaria, pardon, je suis désolé, va pouvoir se centrer sur les problématiques de ransomware. Oussama sera sur le Red Team, je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais ils pourront corriger. Et puis moi, de mon côté, je vais partager avec vous comment, avec EY, on peut mettre en place ce qu'on appelle du Bug Bounty Manager. J'aurai l'occasion d'y revenir, qui est une approche assez complémentaire de ce que mes 3 amis vont présenter là à l'instant. Messieurs, c'est à vous la main directement, on y va. Donc, Mehdi, à toi l'honneur. Donc, merci beaucoup, Yassir. Donc, j'espère que vous allez tous très bien et bon ramadan à tous. Donc, pour me présenter, je suis senior manager au sein de la practice cybersécurité d'EY Maroc. J'ai à peu près 12 ans d'expérience principalement faite donc en France et ensuite j'ai rejoint du coup le Maroc pour créer cette practice avec comme beaucoup de mes collègues une orientation sur les éléments de stratégie mais aussi sur les éléments techniques de cybersécurité et du coup un accompagnement de nos clients locaux et des clients européens. Bonjour à tous, je me présente Oussama Lessis. Je suis manager en cybersécurité offensive chez EY Tunis. Je suis expert en pentest et Red Team. Voilà, on fait ce genre d'exercice depuis une dizaine d'années à Tunis, mais aussi pour nos clients en Europe, en Afrique et en Asie. Bonjour à tous, je suis Zakaria Bey Ahmed. Je suis consultant senior en cybersécurité chez EY. Donc, j'ai travaillé sur pas mal de projets sur la cybersécurité offensive et aussi la cybersécurité défensive. Super, merci monsieur. Donc là, juste pour récapituler pour tout le monde, Mehdi nous fera un panorama global, ce qui plantera le décor. Oussama va zoomer sur la partie Red Team.
Zakaria va pouvoir parler de la partie ransomware. Et puis moi, par la suite, je vais vous parler du bug bounty et comment il peut compléter tout ça. Si on est tous d'accord, Mehdi, à toi l'honneur, on y va. Et Parfait. tu peux normalement déplacer les slides. Yes, c'est parti. Merci Yassir. Donc en fait, ce qu'on voulait vous faire donc, en introduction, c'est un panorama global des cybermenaces. En fait, par panorama cyber, c'est principalement vous donner la vision sur des incidents de sécurité avec des fuites de données réalisées en 2021 et fin 2020. Et donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est une estimation du coût moyen de ces attaques. Donc là, on est sur des incidents majeurs de sécurité qui ont eu pour impact une fuite de données ou un blocage des systèmes d'information par ransomware. Et pour vous donner un peu plus de précision sur le calcul, puisque vous voyez des chiffres qui peuvent être très importants, en fait, le calcul, il se base sur plusieurs points. C'est quelle a été la réponse, le coût de la réponse, du coup de la gestion de crise, du déchiffrement ou de l'achat de matériel, le coût de l'investigation, mais aussi il y a un élément essentiel qui va être quelle a été la perte de chiffre d'affaires qui a été estimée du coup pour ces différentes entreprises dans le monde. Et ce que vous voyez, c'est qu'on est quand même sur des chiffres très importants, avec une moyenne de 3 entre 3 et 4 pour l'Europe, 2 pour l'Australie, 8 pour les États-Unis et 5, on va dire, pour l'Asie. Donc tout ça, c'est pour dire que le sujet cybersécurité, lorsqu'on essaie de chiffrer quel est le coût derrière, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur les entreprises de manière très importante. Et donc là, c'est une moyenne sur différents secteurs et vous voyez à droite la différenciation entre les typologies de secteurs. Ensuite, pour faire le lien en fait avec ces attaques, donc c'est à peu près 1509 attaques qui ont été analysées avec 448 pour lesquelles il y a eu une fuite de données confirmée. Et donc les principaux acteurs vont être bien entendu des acteurs qui vont être externes. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'en plus des acteurs externes, on est sur une multiplication entre le partenaire ou le prestataire qui intervient du coup chez l'entreprise avec les informations qu'il peut avoir et du coup l'accès qu'il peut avoir derrière dans l'entreprise en soi. Et l'autre point, c'est que en termes de données qui ont été compromises, c'est principalement des données personnelles, qu'elles soient de l'entreprise ou des clients de l'entreprise, des données d'authentification, des données sensibles spécifiques à l'entreprise ou des données bancaires, donc avec la partie personnelle qui prend le point. Et là où le lien est aussi intéressant avec ce que propose du coup Hugo Chaillet, ce qu'on va vous présenter, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est beaucoup de ces attaques vont passer sur la partie application web, donc sur les éléments qui vont être exposés directement par les systèmes, mais aussi ce qu'on appelle les erreurs. En fait, les erreurs, c'est les erreurs de configuration des systèmes qui sont dans l'entreprise en soi ou directement exposées. Et c'est là aussi l'importance en fait de pouvoir évaluer de manière continue ces applications web et les configurations de ces éléments qui sont exposés. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est on a aussi fait une évaluation en fait du temps nécessaire de la compromission. Et pour 60% de ces attaques, de ces fuites, ça se compte en heures plutôt qu'en jours, donc il suffit de quelques heures pour que la compromission soit réalisée. Et le temps de découverte derrière, il est plutôt en mois. Donc c'est là où la capacité à pouvoir évaluer de manière continue les systèmes et de pouvoir être alerté dès que des vulnérabilités sont identifiées et des zero day a fait tout son sens. Et donc du coup, c'est le lien avec ce que propose notre partenaire Yugosha avec cette capacité d'avoir ces typologies de bug bounty pour identifier avec les bonnes compétences de manière rapide quels sont les points d'entrée, les points de compromission.
Donc là, c'est principalement les 3 points que je voulais vous présenter aujourd'hui avec ce panorama. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le coût en soi est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et on peut le chiffrer par rapport à la perte de chiffre d'affaires. Les attaques vont principalement, ce qu'on a vu, concerner des éléments exposés, qui soient des applications web ou des éléments internes, mais qui sont mal configurés. Et il y a un gros écart entre le temps de compromission et le temps de réponse interne, ce qui amène du coup à se poser les questions sur comment, de manière continue, évaluer les éléments qui sont exposés. Un grand merci pour l'introduction, Mehdi, et pour la précision et la concision. Les participants, n'hésitez pas à poser, comme dit, vos questions au fur et à mesure. Et du coup, on peut enchaîner avec Oussama, pour le coup, qui peut attaquer la partie ransomware. Bonjour, je vais vous parler de moyens basiques mais efficaces pour lutter contre les ransomware. Alors, la prolifération des ransomware est l'un des plus grands défis pour les analystes de sécurité aujourd'hui. Donc, voici quelques faits concernant les ransomware. Les ransomware qui en font actuellement l'une des plateformes d'attaque de malware les plus dangereuses dans le monde. Rien qu'en 2020, les attaques de ransomware ont augmenté de plus de 487%. Presque toutes les 40 secondes, une entreprise est ciblée et 20% des entreprises qui payent une rançon ne récupèrent pas leurs données. De toutes les payloads ou les charges utiles des logiciels malveillants livrés aujourd'hui, il y a 60% entre eux contiennent une forme de ransomware. Donc, tous les principaux systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Mac, Linux, ont été ciblés, et aussi les plateformes Android et les téléphones mobiles qui deviennent de plus en plus une grande cible. D'ici la fin 2021, on estime qu'une entreprise sera la cible d'une attaque de ransomware toutes les 11 secondes, causant jusqu'à 20 milliards de dollars de dommages. Mais la plupart des pertes dues aux attaques de ransomware ne proviennent pas du paiement de la rançon, mais de la perte de productivité tout en se remettant des attaques. Une attaque aussi de plus en plus répandue parmi les cybercriminels est l'attaque par ransomware à double extorsion. Dans ce cas, les attaquants exigent une rançon non seulement pour décrypter les données, mais aussi pour s'abstenir de divulguer les données publiquement. Même si l'organisation victime peut restaurer les données à partir des sauvegardes, elle peut toujours être obligée de payer la rançon pour éviter que les données ne soient exposées. Donc, cette stratégie de la double extorsion a fait augmenter les paiements de rançon moyens tout le long de 2020, mais gardez à l'esprit qu'il n'y a jamais aucune garantie que les attaquants ne publieront toujours pas les données. Dans plusieurs cas, les attaquants ont encore divulgué les données de la victime, même après avoir reçu le paiement de la rançon, prouvant que les promesses des criminels n'ont pas beaucoup de valeur. Donc voilà, malgré l'augmentation des attaques, les organisations peuvent prendre de nombreuses mesures pour réduire le taux de réussite et des tentatives d'attaque. Donc, la première ligne de défense consiste à informer et sensibiliser les employés de la menace croissante des ransomware et des protocoles de sécurité de l'entreprise. Une enquête mondiale 2020 réalisée par Proofpoint a révélé que moins d'un tiers des employés pouvaient expliquer le terme ransomware. Les employés doivent recevoir des conseils, des formations sur la manière de détecter les emails suspects et de les porter rapidement à l'attention de l'organisation. Ces formations-là doivent également couvrir un large éventail de scénarios, de la façon dont les ransomware peuvent se propager
Il est important que aussi les travailleurs distants comprennent que le manque de la précaution peut permettre aux attaquants d'utiliser des outils tels que le RDP, le protocole de bureau à distance, pour pénétrer le réseau d'une organisation et aussi perpétrer une attaque de ransomware. La sauvegarde des données est essentielle aussi pour se défendre contre les ransomware, mais de nombreuses organisations stockent les données de sauvegarde sur le même réseau qu'ils utilisent régulièrement. Cela permet aussi aux attaquants de crypter les données de sauvegarde aussi facilement que les fichiers du système d'exploitation normal de l'entreprise. Alors, de nombreuses variantes de ransomware tentent aussi de trouver et de supprimer toutes les sauvegardes accessibles. Donc, pour assurer la sécurité des sauvegardes, elles doivent être placées dans un réseau séparé, placé hors ligne. Et aussi, il faut tester les sauvegardes d'une façon régulière. Gérer également les comptes privilégiés, c'est l'une des faiblesses aussi des ransomware en ce qui concerne les privilèges. La meilleure défense contre un ransomware en tant que service est d'établir un système de contrôle d'accès, gérer ensuite configurer les contrôles d'accès avec le principe de moindre privilège. Une bonne hygiène aussi de la sécurité comprend également la gestion des correctifs, des configurations renforcées et aussi une détection continue grâce à l'intelligence des menaces qu'on appelle les threat intelligence. Il est également important d'appliquer les mises à jour des logiciels, des navigateurs, des plugins dès leur sortie. Aussi, le cryptage des informations sensibles est un autre moyen pour se défendre contre les cybercriminels qui menacent de divulguer les informations publiquement si on ne paye pas les rançons. En plus, en plus de ce concept très basique de correction, je pense qu'il est également très important de vous assurer que vous avez des mots de passe forts et aussi de penser à l'inclusion des authentifications à deux facteurs. Cela vous évitera beaucoup de mots de tête par la suite. Ensuite, le principe selon lequel chaque système a seulement accès aux ressources nécessaires pour effectuer les tâches requises devrait également s'appliquer à la connexion réseau, ce qu'on appelle la segmentation réseau. Et finalement, il faut créer et gérer, il faut aussi appliquer un plan de base de réponse aux incidents cyber et un plan de communication associé qui comprend les procédures de réponse et de notification pour un incident de ransomware et aussi pour tout autre type d'attaque. Donc voilà quelques moyens basiques mais plutôt efficaces pour lutter contre les ransomware. Un grand merci Zakaria pour ces rappels, très terre à terre, très pragmatiques et c'est vrai que c'est toujours sain de rappeler ce genre de choses et on est toujours dans un processus d'amélioration en continu dans la cyber, ça ne s'arrête jamais. Donc même si ça peut paraître pour certains experts comme des fois certains éléments comme des évidences, sachez que ça ne l'est pas du tout le cas pour la majorité des personnes au sein de l'entreprise. Donc un grand merci encore une fois Zakaria et Oussama, tu peux prendre la suite à présent. Merci. C'est à toi. Merci Yassir, merci tout le monde. Donc, comme vous avez pu entendre tout à l'heure par Zakaria ou Mehdi, voilà, il y a énormément d'attaques qui coûtent hyper cher à l'entreprise ou même à un État. Hein. Et vous avez vu en fait que malgré toutes les actions menées par les entreprises, il y a toujours des attaques par ransomware ou d'autres attaques qui sont encore plus avancées. Et là, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que ces entreprises-là, ils n'ont pas les moyens de détecter ce genre d'attaque? Et quand même, on a vu qu'ils passent 6 mois pour détecter. Et là, vraiment dans le meilleur des cas, quoi, disons. Et pour cela, en fait, il y a un terme, il y a une action qui est très importante qu'il faut faire, et c'est le Red Team. Le Red Team, en fait, à la base, c'est un terme militaire. Qui a été créé par US Army, par l'armée américaine pour désigner un test à blanc
C'est un test pour tester un peu la préparation de leurs troupes et les stratégies de sécurité qu'ils ont mis. Et c'est à peu près la même chose en cybersécurité ou dans l'entreprise. Le Red Team, en fait, c'est le fait de tester la préparation de votre entreprise face à des attaques réelles. Les attaques réelles, c'est des attaques avancées. Comme Zakaria a dit tout à l'heure, les attaquants, ils peuvent commencer à cibler les employés, ils peuvent commencer à chercher des points d'entrée, des serveurs RDP exposés, ou ça peut être même une vulnérabilité qui est très simple, qui a permis à l'attaquant de se propager dans votre réseau interne ou dans votre infrastructure. C'est un peu, je pense que vous connaissez tous le pentest, mais c'est un peu différent. Le pentest, en fait, c'est un test qui cible uniquement un périmètre qui est bien défini au début pour identifier une vulnérabilité. Et je pense, pour mieux vous aider dans la suite de ce genre d'action, il est très important de comparer un peu les tests d'intrusion. Bon, je pense la majorité de vous le font d'une manière régulière, j'espère. Et le Red Team, qui est un service un peu plus intéressant, un peu plus réel et plus fructueux pour l'entreprise. Je vous explique un peu. Dans le cadre d'un pentest, par exemple, le périmètre, il est bien déterminé. C'est une application web, une application mobile, n'importe quel périmètre qui a été défini au début. Et généralement, c'est des tests qui durent une semaine, 2 semaines par périmètre, selon l'application que vous avez, selon le nombre d'adresses IP, etc. Alors qu'une mission de Red Team, c'est une simulation complète qui pourra durer jusqu'à 6 mois, hein, disons, avec des simulations d'attaques réelles et des techniques d'intrusion qui sont très avancées. Et généralement, une mission de Red Team, elle cible toute l'infrastructure d'une entreprise. Tous les assets, je dis entre parenthèses IT, parce que pas seulement que les assets IT. Vous allez voir un peu après avec les actions ou les étapes que font les Red Teamers, comment ils peuvent, pourquoi c'est pas seulement l'infrastructure IT qui est testée. Dans le cas du pentest, le but est d'identifier les vulnérabilités, alors que dans le cadre d'un Red Team, le but est surtout de vérifier ou tester les capabilities, le plan de détection et de réponse à un incident dans l'entreprise. Et généralement, dans les missions de Red Team, le rapport après, il est très bien détaillé avec les scénarios des attaques, les informations que les Red Teamers ou que l'équipe a pu récupérer durant la mission. Pour mieux comprendre un peu la méthode détaillée de ce genre d'exercice, en fait, comme on vient de le dire, c'est une simulation réelle d'attaques très avancées. Donc, ce qu'on va faire, on va faire exactement comme les attaquants, comme les acteurs malveillants, c'est la même méthodologie. On va passer du temps à collecter les informations sur l'entreprise. Quand je dis les informations, quelles sont les adresses IP publiques, le nom des employés, on peut même aller chercher sur le dark web s'il y a des mots de passe divulgués qu'on pourra utiliser. Vous savez tous que voilà, dans le dark web ou ce réseau qui est un peu inconnu pour la majorité d'entre nous, il y a pas mal d'informations qui sont vendues. Et parmi ces informations, on peut trouver des mots de passe, des mots de passe de vos employés. Et à partir de toutes ces informations qu'on vient de recueillir, on va les analyser, on va essayer de créer des scénarios d'attaque qu'on va exécuter. Par exemple, on va envoyer des emails de phishing, on vient de trouver un serveur Exchange, par exemple, qui est vulnérable. Et je pense que vous avez tous entendu parler de la vulnérabilité très critique qui touchait Exchange, le serveur de mail. Et on aurait besoin d'un point d'accès, d'un point d'entrée initial. C'est ce qu'on appelle pour nous initial attack. Donc, une fois qu'on a fait l'attaque et qu'on a pu accéder à un de vos serveurs, là, on va essayer de garder accès et essayer de faire ce qu'on appelle le lateral movement. Le lateral movement, c'est à partir d'un accès au réseau local, par exemple, qu'on vient d'avoir suite à un email de phishing, par exemple, on va essayer d'aller d'un serveur à un autre jusqu'à ce qu'on arrive, par exemple,
on arrive à contrôler le Active Directory ou un autre trophée qu'on va se mettre d'accord avec vous initialement. Une fois qu'on a fait tous les tests nécessaires pour le lateral movement et voir jusqu'à où les pirates ils peuvent aller, bien sûr, tout en comparant un peu avec les alertes de sécurité que vos équipes vont faire, nous, on va essayer de faire toutes ces attaques-là sans vraiment être détectés. Et je pense que c'est ça le but, en fait, c'est de voir un peu vos capabilities de détection et vos moyens de répondre à ce genre d'attaque. Bien sûr, une fois qu'on a arrivé à avoir accès à votre Active Directory, à tout autre trophée qu'on va avoir, on va essayer de voir aussi si on arrivera à extraire des données, si on arrive à décrypter ou à supprimer des évidences pour voir un peu comment vous allez agir face à ça. Et voilà. Et le but, en fait, comme je viens de vous dire, c'est surtout de vérifier comment vous allez réagir face à une attaque réelle. Parce qu'en fait, il ne faut pas attendre que des attaquants malveillants font l'attaque pour évaluer un peu votre système de sécurité, mais il faut le faire d'une manière continue et d'une manière proactive, d'une manière préventive avant de se faire attaquer réellement. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Un grand merci, Oussama, pour avoir expliqué ce qu'était la partie Red Team et comment EY pouvait amener ce genre de prestations. Et puis moi, ça me permet un peu, à travers ce que Mehdi, Oussama et Zakaria ont présenté, ça me plante un peu le décor pour la suite. Alors, quelques mots sur Yogosha. Pour ceux qui ne connaissent pas Yogosha, on est en fait une start-up. On a construit une plateforme de cybersécurité crowdsourcée. On existe maintenant depuis 5 ans. On a une centaine de clients présents dans 12 pays, avec une communauté de hackers et d'experts en cybersécurité à travers le monde qui vont travailler via notre plateforme pour remonter des failles de sécurité à nos différents clients. Alors, en fait, à travers tout ce que Mehdi, Oussama et Zakaria ont présenté, en fait, on se rend compte que le challenge aujourd'hui des DSI et des RSSI des entreprises, il se résume au fait, de pouvoir avoir accès à des ressources compétentes, puisqu'il y a des pénuries, une pénurie sur le marché qui est assez conséquente aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a toujours un manque à gagner pour trouver les bons profils. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième, c'est celui d'être capable de pouvoir mettre en fait en œuvre des stratégies à plusieurs couches, en combinant du pentest avec du red teaming, avec des approches proactives, avec de la formation, etc. Troisièmement, de pouvoir avoir des approches agiles et intégrées. On voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde cherche à interconnecter toutes les solutions. Donc, on sait que c'est un besoin qui est très présent aujourd'hui chez pas mal de nos clients. Et le troisième, c'est de pouvoir monitorer tout ça et mesurer l'impact business que ça peut avoir. C'est vraiment nous, en tout cas, à chaque fois ce qu'on constate. Et le vrai enjeu n'est pas de dire est-ce que j'ai des failles aujourd'hui ou j'en ai pas, parce que je pense qu'il y a tout le monde a des failles. D'ailleurs, il y a une fameuse boutade que j'adore. Il y a 2 types d'entreprises, celles qui se sont fait pirater et celles qui ne le savent pas encore. C'est un petit peu la réalité. Et en fait, la vraie question, le vrai défi, c'est de dire est-ce que j'ai une organisation aujourd'hui qui me permet de mesurer dans le temps comment je renforce mon processus de détection et de gestion des remontées de vulnérabilité. Donc, c'est un peu nous l'enjeu qu'on a en tête à chaque fois. Donc, pour y répondre, on a construit d'un côté une plateforme et de l'autre, une communauté de hackers qu'on sélectionne à travers un processus extrêmement rigoureux. Je vais y revenir. Comme ça a été bien dit aujourd'hui par Mehdi, Oussama et Zakaria, on se rend compte que le plus grand vecteur d'attaque aujourd'hui reste la partie web, parce que c'est plus facile, parce qu'il y a une diversité de technologies, parce qu'il y a une diversité d'interfaces, et donc ça représente un terrain de jeu assez vague, même si assez large, même si nous on peut tester des choses qui sont beaucoup plus. On constate quand même que dans 90% des cas, des clients se posent des questions sur des espaces collaborateurs qu'ils ont en ligne, des applications web, du e-commerce, des API, et puis surtout avec les problématiques aujourd'hui de confinement, de couvre-feu, de travail à distance, toutes ces questions-là sont encore plus accentuées. Alors, comme je vous l'ai dit,
comme on a une communauté d'experts à travers le monde qui travaillent sur notre plateforme, on a mis en place un processus pour s'assurer du professionnalisme, de la fiabilité, du sérieux de ces personnes-là. Ça se matérialise par des tests techniques qu'on va leur faire passer en ligne pour valider leur expertise. Puis ensuite, on s'appuie sur un tiers de confiance qui a des agréments européens pour valider leur identité, leur statut fiscal, leur compte bancaire, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a aussi un système de notation de la part des clients et inversement, les experts notent les clients, ce qui permet en fait, en combinant tous les éléments avec notre contrat cadre, d'avoir un mécanisme assez sain qui permet de tirer profit de gens qui sont extrêmement doués et qu'il est très difficile de recruter par ailleurs. Alors, ce qu'on couvre généralement, nous, à travers les approches qu'on met en place, c'est on fait ce qu'on appelle du crowdsource pentesté, on fait ce qu'on appelle du bug bounty et on fait aussi ce qu'on appelle les remontées de vulnérabilité, les programmes de remontée de vulnérabilité. Et enfin, on va faire de l'assessment de compétences. Comme on a cette expertise-là pour valider les hackers qu'on fait rentrer sur la plateforme, et ben en fait, on est capable d'organiser des CTF à la demande auprès de nos clients pour des fois les aider à détecter soit des profils ou des compétences cyber en interne chez eux, soit carrément pour aller recruter à un moment ou un autre d'autres personnes et identifier des passionnés qui sont à l'extérieur et pouvoir les rentrer chez eux. Alors, pour zoomer un peu sur les différentes typologies d'approches qu'on a, en fait, on s'est rendu compte aussi que tout le monde n'était pas candidat à toutes les approches. Donc, typiquement, quand on va parler de VDP, de Vulnerability Disclosure Programme, ça revient au fait de dire il y a aujourd'hui beaucoup de clients qui se retrouvent avec des remontées, ce qu'on appelle sauvages de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a un hacker, un chercheur en sécurité qui va venir contacter le community manager, qui va essayer de contacter le DSI ou le RSSI, qui va essayer de contacter le webmaster, en fait, ce qu'il trouve, pour leur dire « j'ai trouvé une faille de sécurité ». Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises font face à ça. C'est juste, comme je disais tout à l'heure, certaines ne le savent même pas parce que le community manager, s'il n'est pas sensibilisé à ça, il peut ne pas répondre à ce genre de demande ou le webmaster peut classer ça comme du spam alors que ce sont des demandes légitimes. Donc aujourd'hui, il nous semble être le point de départ, c'est d'avoir des politiques de remontée de vulnérabilité qu'on peut mettre en place et à travers lesquelles on crée des canaux sécurisés pour que les clients puissent recevoir toutes les remontées de vulnérabilité et les traiter. Ensuite, le niveau après celui-là, comme ça a été dit, c'est de passer au pentest, où là, pour le coup, on peut avoir du crowdsource pentesté qui peut être fait soit par des équipes internes du client, soit par des équipes d'un partenaire comme EY d'ailleurs, pour pouvoir justement remonter des failles de sécurité sur un exercice limité, sur un périmètre donné. Et puis après, on va arriver à l'exercice du bug bounty, qui est celui de dire, en fait, on va faire appel à une communauté de hackers éthiques, on va dire 50, 60, 70, 100, 150, 200, qui vont tester en même temps les applications du client, avec un business model derrière qui est intéressant, qui est celui de dire le client ne paye qu'à la faille détectée. C'est-à-dire que si les hackers ne trouvent rien, le client n'a rien à payer. Si les hackers trouvent, il paye et le prix est indexé à la criticité de la faille. Bon, il faut savoir qu'on trouve des failles dans 100% des cas, mais c'est la réalité de l'informatique. Et le niveau final, c'est ce qu'on appelle la global approach, où là, pour le coup, on combine toutes ces approches-là à travers les plateformes. Et là, pour le coup, ça se matérialise souvent par un service managé par un partenaire parce que c'est des projets qui sont sur toute l'année, en fait. On n'est plus du tout dans un exercice qu'on va faire sur 2 semaines. On va avoir quelque chose qui est sur une roadmap sur toute l'année et ça permet aux clients de s'appuyer sur un partenaire de confiance qui va quelque part superviser ou terrasser tous les angles morts potentiels pour aller chercher de la vulnérabilité à travers les équipes du partenaire, chercher de la vulnérabilité à travers les hackers estampillés de Yogosha et potentiellement chercher des failles à travers n'importe qui viendrait de l'extérieur pour essayer de remonter des vulnérabilités aux clients. Donc, juste pour illustrer, quand on raisonne en pentest typiquement, comme ça a été dit par Oussama, on est sur du ponctuel. Et en fait, l'idée, c'est que à chaque fois qu'il y a une target qui est pentestée, on va avoir une phase après de correction. Et puis après, l'exercice va s'arrêter et on reprend l'année prochaine, l'année suivante. Les équipes ou les entreprises qui sont les plus rythmées, elles peuvent faire peut-être 2 tests sur un même environnement, sur un même scope l'année.
mais généralement, ça ne dépasse pas ça. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, nous, avec l'approche du bug bounty et du VDP typiquement, c'est de rentrer justement dans un continuum où on va tester en continu les systèmes des clients, d'autant plus que ces systèmes sont amenés à changer régulièrement, et ce qui fait que le moindre test peut devenir assez obsolète dans le temps. Donc, typiquement, sur la logique du service managé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est que ça se passe en 3 phases et que le partenaire, par exemple, en l'occurrence EY, ils sont capables d'avoir une compréhension de besoins, de définir les différents scopes chez les clients et d'identifier les différents services les plus appropriés en fonction du scope. Et donc, de mettre en place une organisation clé et ensuite de lancer les différents services en parallèle, d'agréger les résultats et de proposer à la lumière de tout ça un plan de remédiation, des KPI pour pouvoir mesurer la performance dans le temps de ce qui a été mis et une mise à jour des politiques et de processus de vulnérabilité management. Donc ça, je pourrais y revenir plus tard. Sachez néanmoins que tout ça s'appuie sur des normes. Ce n'est pas quelque chose qui sort de n'importe quoi. Il y a des normes standards qui existent, ISO, sur lesquelles on s'est appuyé pour construire les différents parcours de la plateforme et qui garantissent justement le fait que ça suive des processus assez clairs et assez limpides. Je parlais tout à l'heure des KPI. Le résultat de tout ça, c'est qu'à travers la plateforme, on arrive à sortir des métriques très pragmatiques, qui ne sont pas du déclaratif. Ce n'est pas quelqu'un qui répond à un questionnaire. Elles sont prélevées directement sur la plateforme. Et ça permet, par exemple, de montrer les typologies d'assets contest, le budget engagé, le budget restant, la durée moyenne des tests, les hackers, les experts les plus actifs. Donc, ça permet vraiment de monitorer un vivier de compétences réelles qu'on peut activer. Ça permet de superviser les vulnérabilités statistiquement qui vont être trouvées chez le client. Et là, c'est intéressant parce que, comme je disais, par exemple, si on prend l'exemple du bug bounty, c'est un hacker éthique ou un expert qui va donner la vulnérabilité et elle va être validée par le partenaire ou par le client. Donc, encore une fois, on n'est pas sur des déclaratifs, on est sur du réel. Et donc, typiquement, quand vous voyez les stats des vulnérabilités les plus présentes chez vous, si vous avez un budget de formation de vos équipes en interne, vous avez intérêt à le dépenser pour les sensibiliser sur cette typologie de vulnérabilité, puisque, a priori, à chaque fois qu'il y a des tests de la part de la communauté, ça semble retomber sur ça. Ensuite, on a aussi des KPI très opérationnels, peut-être 3 pour être très synthétique, et puis après, on prendra le temps des questions-réponses. Il y a ce qu'on appelle le time to triage, il y a ce qu'on appelle le time to pay, il y a ce qu'on appelle le time to resolution. Tout ça, encore une fois, c'est des choses qui sont mesurées en temps réel sur la plateforme. Ça permet le premier, le time to triage, de montrer le temps moyen que met l'entreprise pour juste trier une remontée et dire est-ce que c'est une vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie, est-ce qu'elle est spammée, est-ce que c'est du spam, est-ce que c'est du critique, est-ce que c'est du pas critique. Deuxièmement, le temps moyen pour, quelque part, clore une transaction, c'est-à-dire acheter la vulnérabilité en question. Et le troisième, c'est le temps moyen que met l'entreprise pour corriger, en fin de compte, la faille. Et donc, rien qu'en mesurant ça, on est capable, à travers le temps, de dire, en fait, si on réduit le temps, ces différents timings, en fait, ça voudrait dire qu'en interne, on a amélioré grandement en fait, l'efficacité du processus. Et la question n'est pas est-ce que j'ai des failles ou pas, mais quand j'ai une faille, en moyenne, je mets tant pour la qualifier, je mets tant pour clore la transaction et je mets tant pour la corriger. Et en fait, le principe du bug bounty amène quelque part une pression positive au sein des équipes, parce que quelque part, s'il y a des failles qui se cumulent et qui ne sont pas corrigées, il y a un principe qui est qu'il y a ce qu'on appelle les doublons, les duplicates. Il n'y a que le premier hacker qui a trouvé une faille qui est payé pour la faille. Donc, en fait, le deuxième, le troisième, le quatrième ne seront pas rémunérés. Et de facto, si un client ne corrige pas assez vite ses failles, en fait, on arrête le programme parce que du coup, il y aura beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de hackers qui ne prendront pas au sérieux le programme parce qu'ils vont dire, voilà, je suis le 10e hacker à trouver exactement la même faille qui existe là depuis 3 mois. D'où l'importance de s'appuyer sur des partenaires comme EY qui ont une vraie expertise sur ces sujets-là, puisqu'on les connaît très bien, et qui sont capables d'amener cette dynamique-là et de garantir un transfert de compétences en interne chez les équipes métiers en l'occurrence, pour que celles-ci puissent justement intégrer dans leur cycle de développement les bonnes pratiques, capitaliser sur tout ce qui va être remonté sur la plateforme et le corriger. En fin de compte, on est une plateforme
all-in-one, puisque avec notre API, avec nos intégrations avec des connecteurs comme avec Jira ou GitLab ou autres, en fait, d'un côté, on arrive à alimenter le top management avec des KPI très opérationnels sur comment le budget a été utilisé, où sont les faiblesses, où est-ce qu'il faut investir. Le red teaming, justement, on en parlait tout à l'heure, il y a de vraies synergies avec le red team et les deux peuvent devenir très complémentaires. On peut alimenter les SOC et les CERT pour qu'ils aient les dernières vulnérabilités, qu'ils puissent partager les bonnes pratiques au sein des différents métiers, mais aussi qu'ils puissent faire leurs travaux de veille. Et en fin de compte, on respecte généralement les problématiques de gouvernance en interne en termes de compliance et de legal, puisqu'on est capable de proposer des NDA spécifiques qui cadrent avec les contraintes du client. Et de l'autre côté, on est capable de s'intégrer avec des cycles de développement agile, si on l'a, à travers des intégrations comme, je l'ai dit, GitLab, Jira et autres. Donc, on travaille avec 4 grands segments dans l'absolu: banque, finance, public, industrie, retail, e-commerce et les éditeurs de software B2B. Et puis, ça sera tout pour moi. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été clair. Et puis là, on pourra attaquer toutes les questions-réponses. S'il y a des questions-réponses, en tout cas. Merci à nouveau à Mehdi, Oussama, Zakaria pour leur présentation. Et aux personnes qui sont avec nous maintenant, c'est à vous la main. Alors, je vois qu'il y a déjà une première question de Jamel, je vais la prendre. En fait, le prix de la vulnérabilité, normalement, c'est le client qui le fixe, d'accord? Ou alors le client et le partenaire si on est dans le cadre d'un partenariat. Ce n'est pas Yogosha qui va le fixer. Néanmoins, nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé des wizards intégrés dans la plateforme qui permettent, à travers des questions-réponses, sur la maturité de l'application, sur la perception du risque, sur l'étendue du périmètre, de proposer en fait des échelles de prix sur la base de ce qui est pratiqué sur la plateforme. D'accord? Donc, on va dire, voilà, par rapport à votre secteur et tout, en fait, toutes les entreprises qui vous ressemblent, pour cette typologie d'assets, voilà ce qu'ils proposent. L'idée n'est pas de vous imposer un prix. L'idée, c'est de vous donner une idée de ce qui se pratique sur la plateforme. Comme ça, si vous êtes, je vais dire n'importe quoi, si vous êtes 60% en dessous de ces prix-là, ça pourra, par exemple, expliquer un manque de réactivité ou un manque d'activité sur le programme en question. Bon, j'espère que ça a répondu à la question de Jamel pour le coup. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Bon, j'espère que ça a répondu à la question de Jamel. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, allez-y. On est là pour ça. Donc, ou même des compléments par rapport à ce que vous avez entendu, à votre grande disposition. C'est toujours les premières questions qui sont les plus compliquées. En attendant peut-être qu'il y ait des questions, Mehdi, Oussama, Zakaria, si vous avez des éléments, peut-être des compléments que vous avez en tête, profitez-en, allez-y. Donc merci Yassir. Moi, ce que je pourrais éventuellement rajouter, en fait, c'est que on a là actuellement plusieurs de nos clients qui font ce shift en fait, de passer de ce système ponctuel où on est sur un test d'intrusion une fois, qui est fait réalisé une fois ou au début ou à la fin d'un projet, d'une application, à un shift où ils sont dans une transformation digitale qui va induire et instaurer des changements très rapides des systèmes qu'ils exposent ou des applications qu'ils exposent. Et du coup, le schéma où ils sont, ils font des tests tests d'intrusion une fois la production n'est plus valable puisque il y a des sprints qui sont réalisés
à peu près chaque 2 semaines, et du coup, ils ont un besoin d'évolution qui est beaucoup plus rapide. Et donc, on voit là concrètement beaucoup de nos clients, principalement sur la partie retail, sur la partie bancaire, qui font ce switch et qui sont beaucoup intéressés par ces typologies du coup de bug bounty. Et surtout, ce qui est intéressant pour eux, c'est cette capacité à pouvoir ne payer que s'il y a des vulnérabilités qui sont identifiées. Et donc ça leur donne aussi une assurance sur est-ce que derrière les hackers vont essayer dans le temps qu'il leur a imparti de faire le maximum possible, parce que il y a un élément financier qui va entre parenthèses les inciter à aller le plus loin possible. Et ça permet aussi, du coup, de ne pas se cantonner à des expertises spécifiques et d'utiliser des profils qui sont dans le local ou partout dans le monde pour pouvoir évoluer réellement le niveau de sécurité. Et ça leur donne en fait aussi une grande assurance parce que, comme on le sait, de toute façon, quel que soit le niveau de sécurité au bout d'un moment pour un hacker acharné qui a toutes les compétences, il arrivera à trouver quelque chose. Mais ils ont besoin de ce niveau d'assurance pour dire que dans un temps imparti avec une expertise définie, a priori, il n'y a rien de grave qui peut être identifié dans ce qu'on a implémenté. Et c'est là où, du coup, cette approche est très importante. Et l'autre point qui était souligné et qui est important, c'est qu'en plus de cette partie, ce qui est intéressant, c'est la partie indicateur et suivi, en fait, qui va donner, du coup, cette courbe de progression. Donc, en plus de gérer un plan d'action qui est spécifique à une application, donc des lignes de correction de vulnérabilité, et il y a forcément derrière des processus à implémenter, et du coup, avoir aussi cette vision globale va permettre aussi d'identifier où positionner les curseurs et où positionner l'investissement. Claire. Un grand merci, Mehdi, pour le complément. Oussama et Zakaria, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y a une nouvelle question. Alors peut-être un petit peu éloigné du sujet. Bonjour, si on met nos mots de passe complexes dans un coffre numérique protégé par un seul mot de passe, n'est-ce pas plus simple pour un hacker de saisir tout le mot de passe? Alors, ok. Peut-être un peu loin du sujet, mais effectivement, pour Christophe, la question, c'est toujours de toute façon un trade-off. Les gestionnaires de mots de passe, l'intérêt, c'est que justement, ça permet d'avoir des mots de passe qui sont plus complexes, de gérer une diversité que le cerveau humain ne peut pas garder. Le risque, effectivement, c'est que si jamais le mot de passe, le master du gestionnaire de mots de passe tombe entre les mains de quelqu'un de malveillant, il pourra, voilà. Donc, mais on peut se dire que s'appliquer une hygiène de vie sur le gestionnaire de mots de passe et être très concentré sur ça est beaucoup plus simple que appliquer une hygiène de vie sur 50 mots de passe, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, en moyenne, vous devez avoir une trentaine de mots de passe entre les applications pro, les applications perso, les applications qui s'interconnectent entre eux. Les alternatives qui existent, c'est tout ce qui va être les clés physiques, type, on revient en mode physique en fin de compte, type YubiKey, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des clés en fait qui permettent maintenant des identifications à mot de passe qui se développent de plus en plus. Enfin, dans le milieu pro, c'est très présent, mais il y a de plus en plus Monsieur Tout le Monde qui commence à utiliser ce genre de choses. Alors je vais vous taper juste peut-être la lettre si vous le voulez. Voilà, YubiKey. Si vous permettez, j'aimerais aussi ajouter un autre point par rapport au podcast. Bien sûr, ça. Tout à l'heure, lorsqu'on a évoqué l'émission de Red Team, on vous a dit en fait qu'on cherche des mots de passe qui sont divulgués sur le dark web. Je pense en plus d'utiliser un mot de passe compliqué, un gestionnaire de mots de passe, etc. Faut faire attention de ne pas utiliser un mot de passe qui est déjà connu dans le dark web ou autre. Et là, nous, côté EY, on peut vous aider. On a des plateformes qui font un scan, disons, d'une manière quotidienne des bases de données qui sont divulguées sur Internet ou plus particulièrement sur le dark web. Et on pourra vous donner un rapport sur les mots de passe qui sont déjà connus par les pirates pour éviter que vous l'utilisiez dans votre infrastructure. Et croyez-moi, il y a énormément de mots de passe qui sont connus. C'est des bases
Et on trouve toutes les entreprises, tout le monde dans ces bases-là, quoi. Donc, vous allez être surpris de voir la quantité d'informations qu'on trouve. Ah, on a perdu Oussama. En tout cas, je pense qu'il a peut-être un problème de connexion. Mais oui, effectivement, je peux confirmer que là, avec toutes les fuites de données qui ont eu lieu et toutes les marketplaces qui agrègent tout ça ou les bases de données qui se baladent dans la nature, c'est vrai qu'on peut très rapidement retrouver énormément d'informations, de mots de passe en l'occurrence, qui sont utilisés ou qui ont été utilisés par la personne, ou au moins des fois, même si le mot de passe peut être obsolète dans l'absolu, ça donne au moins une idée des fois sur comment la personne construit ses mots de passe. Vous savez, la première lettre de son enfant, sa date de naissance, la deuxième lettre du deuxième enfant, voilà. Ça donne toujours des logiques qui peuvent après aider sur du social engineering ou sur du brute force ou ce genre de choses, clairement. Pas d'autres questions? Non. Est-ce que vous divulguez l'identité du client de l'application testée? C'est quoi les aspects de confidentialité par rapport aux entreprises? D'accord. Non, alors, encore une fois, merci Jamel pour la question. Non, on ne divulgue pas. Alors, je vais reprendre dans l'autre sens. C'est-à-dire, on ne divulgue pas publiquement l'identité de l'entreprise. Néanmoins, le client, quand il travaille avec une communauté de hackers, c'est transparent. Donc, les clients, les hackers savent qu'ils travaillent avec l'entreprise A. Hein. Néanmoins, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on est dans un cadre de confidentialité totale. Comme je l'ai dit au début, les experts, les hackers qui travaillent avec nous, ce sont des professionnels qui ont une entreprise, qui ont tous les éléments pour pouvoir facturer, des indépendants. Donc, c'est pas quelqu'un avec sa capuche comme le cliché le voudrait, qui est chez lui et qu'on ne connaît pas. Donc, on a un contrat cadre qui est assez costaud. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille avec le ministère de l'Armée française, par exemple, et pas mal de ministères, pas mal de grandes banques, comme je vous l'ai montré. Justement, parce qu'on a un processus assez rodé et qu'on a une communauté assez bien sélectionnée. Donc, il y a ça. Et ensuite de ça, on a aussi des éléments techniques qu'on arrive à mettre en place. Typiquement, on a une solution de VPN intégrée qui permet aux clients qui le souhaitent de voir qui sont les hackers de Yogosha qui sont en train de travailler, en tout cas en termes d'adresse IP, à minima pour les distinguer de quelqu'un de malveillant qui serait en train d'attaquer en même temps qu'on est en train de faire nos exercices chez le client. Donc voilà, tout ça pour dire que de facto, nos conditions, nos contrats sont sur de la confidentialité. On est d'ailleurs une plateforme privée. Deuxièmement, on a quand même un processus qui permet de montrer que on travaille avec des gens de confiance et c'est ce qui explique aussi pourquoi on travaille avec pas mal d'individus. Et troisièmement, on a tout le volet technologique qui permet aussi de rajouter des garde-fous en plus si on souhaite avoir la maîtrise de qui travaille, qui ne travaille pas. Une fois qu'on combine ces trois éléments, on arrive quand même aujourd'hui à avoir des exercices extrêmement pointus et des clients qui non seulement étaient à la base sur de la confidentialité, mais communiquent maintenant carrément eux-mêmes avec nous et partagent des retours d'expérience sur ce qu'ils ont fait avec nous. Voilà. Et Jamel, c'est une question qui est assez conséquente. Si vous le souhaitez, on peut prendre un temps plus posé pour qu'on vous présente en détail tout ce qu'on met en place autour de la confidentialité et de la divulgation des informations qu'on peut avoir. Ça me fait dire à toutes les personnes, n'hésitez pas s'il vous plaît à prendre un petit moment pour répondre au petit sondage. Ça vous prendra vraiment quelques secondes. C'est toujours important pour nous, quelle que soit votre réponse. On ne sera pas vexé, mais ça nous permet vraiment de mesurer et aussi de faire le bon suivi qui va bien avec des personnes potentiellement qui voulaient aller plus loin et même les personnes qui n'auraient pas été intéressées. Ça nous donne des éclairages sur peut-être qu'est-ce qui a manqué dans la présentation pour des prochaines fois. Oussama, ouais, pardon, je te laisse peut-être compléter si tu as été coupé. Oui, désolé, j'ai eu une petite coupure, mais voilà. Mais je pense, Yassir, vous avez tout dit par rapport à ce point, donc il n'y a pas vraiment chose à ajouter. Je te remercie, c'est toi qui as bien présenté et qui a effectivement eu raison de rappeler qu'il y a pas mal de bases de données qui se baladent dans la nature et qui permettent d'avoir des
qu'on oublie et qu'on néglige très souvent, et que c'est intéressant des fois de l'avoir, ne serait-ce que pour faire de la sensibilisation en interne, et de montrer peut-être aux gens la facilité avec laquelle on peut retrouver des mots de passe qui se sont baladés ou qui se sont perdus dans la nature, quoi. Et pas seulement que ça, Yassir, hein. Par exemple, Uber, ils étaient attaqués initialement via des mots de passe qu'ils ont utilisés sur GitHub et Oui. c'est des mots de passe qui sont connus, Ah oui, qui étaient, d'accord. que les développeurs ils ont utilisés ailleurs et c'était dans des bases de données connues. Et finalement, Ah, ce qu'ils ont fait, les attaquants, ils ont fait des tests, ils ont pu accéder au GitHub privé de Uber contenant les fichiers de config. Et dans ces fichiers de config, il y avait les accès à la base de données de production qui contenait c'est tout. énorme, Ouais, voilà. C'est un c'est truc clair. d'actualité et Bien sûr. on sera ravis de vous aider là-dessus. Même après la réunion, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous voir comment vous aider là-dessus. Super. Eh bien, mesdames et messieurs, s'il n'y a pas d'autres questions en particulier, j'espère sincèrement qu'on vous a amené des éléments de réponse, qu'on vous a peut-être ouvert des perspectives sur des manières de traiter les problématiques de cybersécurité et de détection de vulnérabilité. Un grand merci à Mehdi, Zakaria, Oussama qui se sont pliés au jeu dans un timing qui était assez serré. Un grand merci à Elodie et Nour qui travaillent dans l'ombre et qui ont vraiment bossé pour l'organisation de ce webinaire. Prenez soin de vous, Sahaf Talk comme on avance et à très bientôt j'espère. Prenez soin de vous. Au revoir.